Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre 1 de programmeur à développeur. On va s'intéresser dans celle-ci à regarder un petit peu les points communs entre l'activité de conception et les méthodes de développement modernes, type développement agile. Donc en tant que développeur, votre objectif principal, ça doit être de livrer de la valeur. C'est ce que vous devez chercher à mettre en place. Ça veut dire que votre rôle, il est à cheval entre l'activité d'analyse, qui est le quoi, la fonctionnalité, celle qui apporte de la valeur, et l'activité de conception et de développement de code, qui est le comment. Et en fait, ces deux choses-là reposent sur deux piliers de l'agilité, qui sont la livraison de valeur en continu et l'excellence technique de l'équipe de développement. Tout ça, ça va nous permettre de faire le bon produit de la bonne manière. On s'intéresse majoritairement dans les méthodes agiles à un développement dirigé par les fonctionnalités. Donc on va découper notre spécification par fonctionnalité, par exemple des récits utilisateurs, mais on peut faire autrement. Et ces récits ont une certaine valeur pour l'utilisateur. En gros, à chaque fois que je livre de la fonctionnalité, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant que je ne pouvais pas faire avant. Typiquement, est-ce que je peux m'inscrire à un cours sur le portail étudiant de l'UQAM? Est-ce que je peux réserver une place de cinéma chez Cinéplex? Tout ce genre de choses. L'activité de conception, c'est ce qui va nous permettre de faire le lien entre l'activité d'analyse et l'activité de développement. Ceci est le premier exercice interactif entre guillemets du cours. Donc ce que je vous encourage de faire, c'est de mettre la vidéo en pause une fois que j'aurai posé la question pour essayer d'y répondre par vous-même. Donc là, j'ai caractérisé la valeur selon deux dimensions. Ce qui est invisible et ce qui est visible, c'est la dimension verticale, et ce qui est de la valeur négative et ce qui est de la valeur positive, c'est la dimension horizontale. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous arriveriez à dire ce qui va dans chacune de ces quatre cases? Ce qu'on peut voir, donc, c'est qu'en fait, la valeur visible, la valeur visible par l'utilisateur, ça va être quand c'est positif de la fonctionnalité, c'est-à-dire quelque chose qui est disponible pour l'utilisateur, qui remplit son besoin, et quand c'est négatif, c'est un bug, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui aurait dû fonctionner qui ne fonctionne pas. Et le reflet côté invisible, donc partie immergée de l'iceberg, ça va être quand c'est positif des bons choix de conception, qui sont des choses qui vont permettre de faire du code évolutif et maintenable, et quand c'est négatif, ça va être ce qu'on va appeler de la dette technique. Alors la dette technique, il y a toute une théorie derrière dans laquelle on ne va pas rentrer dans le cadre de ce cours, enfin pas dans le détail, mais grosso modo, on va le caractériser en disant c'est des mauvais choix, d'accord? On s'est trompé. Alors des fois, on se trompe en faisant exprès de se tromper, on verra plus tard, c'est pour accélérer un développement par exemple. Mais ce qui est vraiment important, c'est que l'activité de conception va nous permettre de caractériser cette dette, de savoir où est-ce qu'on s'est endetté pour pouvoir la rembourser. Notre valeur, on va essayer de la livrer à notre utilisateur. Notre objectif, c'est de la livrer. Il y a plusieurs moyens de le faire. Le moyen que vous privilégiez normalement quand vous êtes étudiant, c'est le moyen du bac, qui est aussi appelé le moyen YOLO. Parce qu'en fait, vous gardez tout pour vous, vous développez tout sur votre machine, et puis vous envoyez tout à quelques minutes de la date ultime de remise sans pénalité. Bon, ça pose problème pour plein de raisons, en particulier parce que vous n'êtes pas capable de démontrer des choses à votre client au fur et à mesure. Donc pour être capable de démontrer des choses à votre client et de récupérer de la rétroaction de sa part, on peut s'intéresser par exemple à un développement par palier, en mettant en place un cycle de livraison, typiquement des sprints pour les gens qui utilisent ce type de méthode. Donc on va s'engager sur un certain nombre de fonctionnalités, et puis on va les livrer à des dates précises, ce qui explique un peu la forme d'escalier. Et si on pousse ça de manière ultime, on va essayer d'avoir des paliers discrets les plus petits possibles, et ça va nous amener à ce qui est un peu le Graal, qui va être la livraison de valeur en continu. Le point qui est important, c'est que si vous êtes en mode YOLO, bien évidemment, vous pouvez avoir une conception toute pourrie de votre code, parce que il n'a pas vocation à évoluer, vous allez tout livrer d'un coup à la fin, et vous n'allez jamais écouter la rétroaction de votre client. Donc, c'est une certaine manière de faire, mais c'est une manière qui est risquée. Alors que si vous développez par palier ou en continu, votre code va constamment évoluer, vous allez constamment le modifier, parce que vous allez en faire une version utilisable, et puis vous allez la modifier pour faire la version utilisable d'après, et ainsi de suite. Donc une bonne conception, ça va être vraiment important pour supporter ce genre de choses. Alors pourquoi la méthode YOLO aussi, elle n'est pas très adaptée? C'est que tout simplement, si pour une raison X ou Y, votre projet finit de manière prématurée, eh bien dans la partie, dans la courbe du bas, vous avez absolument rien livré. D'accord? Vous avez travaillé, vous avez fourni un effort monstrueux sur un projet. Le jour de la date de remise, votre ordinateur casse, vous perdez le disque dur, vous n'avez pas de sauvegarde. Eh bien, vous n'avez absolument aucune valeur de livrer.
Alors que si vous avez livré par palier, petit à petit ou en continu, c'est-à-dire en faisant des commits et en faisant des pushes réguliers sur votre dépôt de code, ben, même si ça finit plus tôt que prévu ou que ça finit pas dans les meilleures conditions, par exemple parce que vous devez réviser un autre cours plutôt que de continuer à travailler sur le projet de conception, vous avez quand même livré de la valeur. Donc tout votre effort n'est pas perdu. Et en fait, ce lien avec la livraison, c'est aussi un calcul de risque, parce qu'en termes de génie logiciel, vous vous rappelez, donc enfin, le génie logiciel, c'est un facteur d'échelle qui est plus grand que ce qu'on programme d'habitude. On va s'intéresser à un calcul de risque. Le coût d'un projet, il est plus ou moins linéaire. On peut le caractériser au salaire des développeurs qui travaillent dessus. Il n'y a pas que ça, mais on peut dire donc c'est une courbe, c'est la courbe rouge. La valeur livrée, c'est ce que vous avez été capable de démontrer pour ce coût. Et si vous avez une livraison où vous livrez tout à la fin, le risque est monstrueux, parce que vous allez avoir dépensé beaucoup, par exemple beaucoup d'efforts sur un projet, et puis vous n'avez rien livré, donc vous obtenez une note qui est nulle, parce qu'on n'a rien à évaluer. Donc c'est très risqué de faire ça. Si vous utilisez une méthode de livraison en continu, et ben en fait, vous allez avoir un risque beaucoup plus faible, et on peut même caractériser ce risque comme étant l'intégrale du coût moins l'intégrale de la valeur. Et vous voyez que la zone assurée sur le graphe de gauche, ben, c'est un risque très grand, alors que si j'ai livré de la valeur en continu, les périodes où j'ai dépensé de l'argent sans pour autant en voir le retour sur investissement sont beaucoup plus faibles, et donc c'est beaucoup moins risqué de développer comme ça. La conception, c'est ce qui va nous permettre de faire le lien entre valeur, d'un point de vue de l'analyse, du point de vue de l'analyse et du point de vue de la technique. Si on prend le petit dessin, là, on a tout cet ensemble de briques à mettre sur la camionnette, mais on se rend bien compte que ça ne va pas rentrer et qu'on va s'épuiser à essayer de toutes les mettre dans la camionnette. L'activité d'analyse va être d'identifier parmi toutes ces briques les briques en or, les briques qui ont vraiment le plus de valeur possible pour le client et de mettre celles-là en priorité dans la camionnette. L'activité de conception, c'est ce qui va nous permettre de caractériser le risque technique de chacune de ces briques. Parce qu'entre deux briques qui ont la même valeur pour le client, il y en a qui sont plus faciles que d'autres à mettre en œuvre dans la base de code. Donc être capable d'être en maîtrise de cette dimension technique, de savoir ce qui va être facile de faire ou difficile de faire, ce qui va être facile à faire évoluer ou au contraire ce qui va coûter très cher, ça va vous permettre d'adapter votre charge de travail et surtout d'adapter votre manière de répondre. En disant ok ça on peut le faire et on s'engage à le faire, ou au contraire ça on sait qu'on va pas arriver à le faire. Pour revenir sur la notion de dette technique dont je parlais au démarrage, il est tout à fait normal de s'endetter au début. Les méthodologies agiles partent de produits minimal et viables, et par définition, un produit minimal est viable. Il est viable, donc il est fonctionnel, mais il est minimal dans ce qu'il réalise, et très souvent d'un point de vue code, ça se reflète par de la dette. C'est-à-dire prendre des décisions qui sont un petit peu des raccourcis par rapport à ce qu'il faudrait faire pour que ce soit la solution ultime dans l'absolu. Mais il faut bien garder en tête que le produit parfait, il ne peut pas exister par construction. Le génie log, c'est la science des compromis, donc on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Donc s'endetter est quelque chose de normal, mais il faut la caractériser cette dette, parce qu'il faut être capable de savoir où est-ce qu'on doit la rembourser en priorité. Ramenez ça en dehors du logiciel, si vous deviez ouvrir un commerce, aujourd'hui, eh bien, vous commenceriez par aller à la banque pour faire une hypothèque et emprunter de l'argent, parce que vous n'avez pas forcément tous les fonds nécessaires. Et puis, au fur et à mesure, vous allez travailler pour rembourser votre hypothèque et du coup devenir bénéficiaire. Là, c'est exactement pareil. Au début du développement du projet, on va s'endetter, parce que c'est ce qui va nous permettre de démarrer. Et une fois qu'on a ce produit fonctionnel, on va savoir où est-ce qu'on s'est endetté pour être capable de le rembourser. Si je rembourse jamais, ou si je m'endette au-delà de ce qui est raisonnable, eh bien, je vais tomber dans une situation de surendettement et grosso modo faire faillite. Un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple du USS Growler, qui est un sous-marin qui est visible à New York, au musée de la Marine. Ils ont donc fabriqué le sous-marin, et puis ils ont dû faire les premiers tests pour vérifier que le sous-marin pouvait partir pour des manœuvres militaires. Donc ils ont armé le sous-marin avec des centaines de marins dessus, et puis ils sont partis faire des tests en haute mer. Et au premier test de submersibilité, eh ben, le sous-marin il prend l'eau. C'est-à-dire qu'il y a un tube qui fuit et ça fait rentrer de l'eau dans une des cellules du sous-marin. Alors c'est un énorme problème parce que ce genre de test dure très longtemps, ça prend le salaire de tous les marins, plus les campagnes d'expérimentation qui vont avec, et ça prend énormément de temps. Donc là, ils étaient face à deux choix. Ou ils rentraient au port, et donc il fallait tout annuler la campagne, réparer le sous-marin et refaire une campagne de test de submersibilité. Ou, et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont attrapé deux pièces de 10 centimes, ils les ont soudées à l'endroit où ça fuyait, et puis ils ont fait leur campagne de submersibilité.
c'est typiquement une situation de caractérisation de la dette technique. Il faut qu'on documente qu'à un moment, il y a Robert qui a pris 2 pièces de 10 cents et qui les a soudées sur un trou, parce que sinon on ne pouvait pas faire le test de submersibilité, et que ça nous aurait mis en retard de 6 mois et ça aurait coûté des millions de dollars. Mais il va quand même falloir se rappeler qu'à un moment, Robert a mis un coup de fer à souder dans la salle des machines, parce que sinon, on ne pourra jamais partir faire des manœuvres militaires avec ce type de bricolage qui nous a permis de faire ce qu'il fallait pour vérifier tous les autres points du sous-marin, mais qui ne serait pas viable. Ce serait pas viable de partir sur une véritable opération militaire avec ce genre de points faibles dans le système. Donc là, c'est exactement pareil. Mes modèles de conception vont me permettre de caractériser ce qui est du bon choix de conception et ce qui est du mauvais choix de conception, ce qui est de la dette, et pour savoir où elle est présente, pour voir quand est-ce que je peux la rembourser. La dette, elle va donc se refléter beaucoup dans le code, et on peut avoir de l'aide là-dessus pour identifier aussi des endroits où on s'en serait pas forcément rendu compte. Un outil classique qu'on peut utiliser, c'est SonarCube, on verra un petit peu plus tard dans le cours comment s'en servir, mais c'est ça qui va nous permettre de caractériser, par exemple, que dans le cas de la capture d'écran qui est en haut à gauche, là, Sonar considère qu'il y a plus de 43 000 jours de dette sur le projet en question. Donc on imagine que ce projet-là est plutôt en train de faire faillite, alors que dans le projet de droite, et ben là, Sonar identifie qu'il y a 4 heures de dette, ce qui est plutôt raisonnable et plutôt facile à rembourser. Donc notre activité de conception va nous permettre de bien travailler sur justement le coût de maintenance et le coût d'évolutivité de notre code pour intégrer de nouvelles fonctionnalités dedans. Nos modèles, on va pouvoir les utiliser pour estimer le risque d'intégration et surtout échanger sur l'impact. Pour dire, ok, tu me demandes 2 nouvelles fonctionnalités, là, étant donné le code, je pourrais en faire qu'une des deux. Et voilà les raisons pour lesquelles je pourrais en faire qu'une des deux. Et cette analyse va en gros nous permettre d'être plutôt cool et serein d'un point de vue équipe de développement, ça va nous donner des capacités d'anticipation. Je vais être capable de livrer dans les délais, dans le respect de la spécification et à coût maîtrisé. Alors bien évidemment ça c'est utopique, hein, des fois ça foire un peu dans les coins, mais c'est l'idée, l'objectif qu'on cherche à avoir. La conception est quelque chose de très important sur notre compréhension du monde et compréhension du logiciel. Là, j'ai pris 2 modèles différents, 2 conceptions différentes du mouvement des planètes. La conception héliocentrique, donc le Soleil au centre, et la conception géocentrique, la Terre au centre. On se rend bien compte qu'en termes de documentation, il y en a une des deux qui est plus facile à expliquer, celle de gauche, parce que ça paraît quand même beaucoup plus simple de comprendre le mouvement des planètes à gauche que à droite. Mais le modèle de droite, on s'en est servi pendant très longtemps pour être quand même opérationnel sur prédire des choses au niveau du mouvement des planètes. Et c'est là-dessus que toute la notion de comparaison de conception va être très importante, parce qu'en fait, on va avoir la possibilité de choisir la conception la plus adaptée à là où on en a besoin. Si on s'intéresse par exemple à la gravité, ben, je peux prendre la gravité de Newton, la pomme tombe de l'arbre parce qu'elle est attirée par la Terre, ou je peux prendre la gravité définie par la relativité d'Einstein, qui est que la gravité est une courbure de l'espace-temps. Peut-être que pour caractériser la chute d'une pomme, aller jusqu'à un niveau qui est la courbure de l'espace-temps, c'est peut-être pas la meilleure idée, et peut-être que les lois de Newton nous sont largement suffisantes pour représenter ça à ce moment-là. Donc choisir la bonne conception, c'est aussi important, et choisir la conception ultime n'est pas forcément, d'ailleurs conception ultime ça veut pas dire grand-chose, n'est pas forcément la meilleure solution. Il faut choisir la conception qui est la plus adaptée aux problèmes qu'on va avoir. C'est pour ça que toutes les études de cas et tous les exercices et tous les projets qu'on va faire dans ce cours-là sont là pour essayer de voir justement comment on fait pour définir une conception adaptée à la situation dans laquelle on est rendu. Notre activité de conception, eh bien, elle doit être supportée, parce qu'on ne va pas concevoir juste en parlant ou en faisant des gestes les uns face aux autres. Donc, pour concevoir, on va vouloir définir la structure et le comportement du système, aider à construire, visualiser et documenter. Et tout ça, en fait, on va pouvoir le faire à travers un langage. Donc, dans le cas du coup, on va utiliser UML, qui est un langage standard, mais l'idée, c'est d'avoir simplement quelque chose qui survit à l'équipe de développement. Si vous vous rappelez Firefox, il a mis plusieurs dizaines d'années à être développé, et donc il faut que les nouvelles personnes, qui n'ont plus accès aux anciennes personnes qui sont parties du projet, puissent quand même toujours comprendre tous ces choix de conception qui ont été faits. Je vais réinsister que le fait que ce cours de conception n'est pas un cours d'UML, on ne va pas plonger dans les tréfonds de la syntaxe du ML pour en apprendre toutes les subtilités, ça aurait très peu de sens. D'ailleurs, des auteurs du ML comme Grady Booch disent que s'ils en maîtrisent 20%, ils considèrent qu'ils sont heureux. Donc nous, on va juste s'intéresser à UML en tant que langage, mais on va respecter
une syntaxe relativement facile du ML, mais on ne va pas aller dans les détails du ML. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller dans les détails de la conception. UML n'est qu'un langage pour représenter nos conceptions. Petite digression sur UML, donc UML c'est un langage qui est venu en fait d'une explosion dans les années 90 de notation de conception. On avait besoin de notation pour représenter nos modèles et il y en avait énormément à disposition, tellement qu'en fait on n'y comprenait plus grand chose. Une entreprise s'est créée qui s'appelait Rational et qui a eu pour objectif d'unifier les méthodes existantes dans ce qu'ils ont appelé le Unified Modeling Language, donc UML. UML existe depuis 1997, c'est un mélange de plusieurs notations. Alors il y a des gens qui pourraient dire à la base on avait 13 langages différents pour représenter des choix de conception, et maintenant on a un seul langage qui contient 13 diagrammes. C'est pas exactement la réalité, mais on peut caricaturer UML comme ça. C'est vraiment un langage qui a été défini par consensus en essayant d'attraper tout ce qui était bien dans chacune des notations qu'on avait à disposition. Et ça a fabriqué un standard, qui est un standard de l'OMG, qui est extrêmement complexe, parce que la dernière spécification du ML, elle fait 800 pages. C'est pour ça qu'on ne va pas plonger dans les détails du ML, ça n'aurait pas de sens, mais l'objectif, c'est vraiment d'unifier toutes ces méthodes pour que tout le monde parle la même langue. Les diagrammes UML sont caractérisés selon trois dimensions différentes. La dimension statique, donc la structure, la dimension fonctionnelle, ce que fait le logiciel, et puis la dimension dynamique, comment ça se passe à l'exécution. Dans ce cours, on ne va pas s'intéresser à tous les diagrammes UML, parce qu'il y en a beaucoup. On va s'intéresser à 4 diagrammes principaux. Diagramme de classe, que vous avez déjà vu normalement dans INF 51-51. Diagramme d'objet, qui est le reflet à l'exécution. On va s'intéresser, en dehors donc, de ces deux diagrammes qui sont statiques, aux diagrammes de séquence, qui sont à cheval entre le fonctionnel et le dynamique, et puis au diagramme d'état, qui caractérise comment un objet change d'état au fur et à mesure de son cycle de vie. Pour définir nos modèles, on avait besoin de faire un choix d'environnement de modélisation et j'étais confronté à un choix qui n'était pas si facile que ça à faire. Premier choix, c'est d'aller vers un environnement léger comme PlantUML pour représenter nos modèles de conception et en fait, il nous donne juste la possibilité d'exprimer des modèles et il ne nous donne aucun support automatique. A l'inverse, il y a des environnements beaucoup plus lourds comme Visual Paradigm qui, eux, viennent avec énormément d'avantages. On peut générer automatiquement du code, on peut générer des tests, on peut chercher des choses dans des dictionnaires, c'est vraiment très très puissant. Mais à côté de ça, il y a un ticket d'entrée qui est vraiment non négligeable. Le choix que j'ai fait pour ce cours, c'est d'aller avec PlantUML, ce qui est une manière assez classique dans pas mal de cours de conception, qui est en gros de dire que notre objectif, c'est de focus sur les modèles de conception, et uniquement les modèles de conception. Donc on ne va pas aller sur des fonctionnalités avancées des outils qui peuvent venir avec. Si ça vous intéresse de creuser ça, je vous encourage à aller voir Visual Paradigm, parce qu'il est possible d'avoir des licences étudiantes, et puis d'expérimenter avec ça. Mais nous, dans le cadre du cours, on va simplement s'intéresser donc à un environnement léger comme PlantUML. Ceci pour conclure cette vidéo. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et à bientôt pour la suite.